fait, il m'a proposé de participer à la SEM et comme je suis toujours ravie de garder un pied dans le monde de la recherche académique, je n'ai pas hésité une seconde. Box AI, c'est une entreprise qui se place comme un opérateur d'intelligence artificielle pour ses clients. On a beaucoup de clients dans l'industrie en France et dans le monde qui ne se rendent pas compte du potentiel de leurs données et qui ont des problématiques, des cas d'usage très complexes à résoudre. Et donc, nous, on se place comme opérateur d'IA pour eux, dans le sens où on va résoudre leurs problématiques en récoltant leurs données, en créant des modèles de machine learning qui vont répondre à ce problème, et ensuite en packageant ce modèle de machine learning et en le déployant sur les sites industriels, tout en apportant du support pour veiller à ce que ce modèle de machine learning fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au besoin. On a des clients qui travaillent avec nous depuis le début, surtout dans le secteur de l'énergie, mais on a le désir de s'ouvrir de plus en plus à d'autres industries et c'est ce qu'on fait. Maintenant, on a des clients comme Suez, la RATP, Aéroport de Paris, voilà, beaucoup de clients dans différentes industries. Je suis responsable de l'équipe Data R&D. En fait, je définis des questions de fond en me basant sur les cas d'usage que je vois chez nos clients, qui parfois touchent à des sujets vraiment pointus de recherche appliquée. Donc, par exemple, en ce moment, le self-supervised learning fait le buzz partout, que ce soit en NLP, en computer vision ou dans les time series aussi. Et donc, on est en train d'essayer de défricher le terrain pour qu'à l'avenir, lorsque un cas d'usage client se présente dans cette thématique-là, on a toutes les billes pour avancer plus vite, pour résoudre le problème du client. On peut imaginer que j'ai une boîte pleine de questions qui sont déjà prêtes. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Parmi toutes les questions que j'avais, j'ai choisi une question qui est importante pour Philbox et qui aussi n'imposait pas de montrer des données de clients. Donc, j'ai fait un compromis entre sujets où je pouvais créer des données synthétiques tout en répondant à une question vraiment importante. On imagine souvent que tout est big data de nos jours, mais parfois, avec certains clients dans le monde de l'industrie, on n'a pas forcément des big data. Ça arrive souvent, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut se retrouver avec, comme on dit, des small data. Et donc, on se retrouve avec une collection de séries temporelles qui sont assez petites de taille. Donc, on a vraiment peu d'échantillons. Et donc, malgré tout, on doit essayer de répondre à une question. Par exemple, voilà, j'ai plusieurs capteurs qui récoltent des séries temporelles, donc avec un historique de la pression, la température, l'intensité électrique. Et moi, j'ai envie de prédire la qualité de la production ou tout autre sujet. J'ai envie de détecter des anomalies. Et donc, quand on a un historique aussi petit, ben, comment faire pour avoir une prédiction qui soit satisfaisante sans overfitter ça, c'est un problème qui paraît pas si compliqué que ça, mais en réalité, si. Et il y a très peu de littérature sur le sujet. L'équipe de Data R&D à Philbox est pour l'instant de petite taille, mais à vocation de grandir à l'avenir. Et donc, avoir l'opportunité de collaborer avec des personnes qui ont de l'expérience en recherche, c'était intéressant, ou même avoir l'opportunité de les former aussi à faire de la recherche plus appliquée dans un temps court. Ça aussi, c'était quelque chose d'intéressant pour moi. En fait, j'ai beaucoup apprécié de travailler avec le groupe.
Et en particulier, comme dans tous les groupes, il y avait deux éléments vraiment moteurs. Ces deux personnes ont vraiment apprécié ce sujet-là et l'ont poussé vraiment, vraiment loin, au point même de continuer à un peu travailler dessus, même après la fin de la semaine Math Entreprise. Donc, c'était vraiment un plaisir de travailler et d'échanger avec ces personnes-là. Ils ont appris à réussir à faire des visios sur des sujets complexes sans avoir forcément notre tableau pour travailler ensemble. Donc ça, c'était, je pense, un plus pour eux. Et aussi, ils ont appris tout simplement à travailler en étant vraiment très contraints dans le temps sur un sujet pas évident, Oui. sans forcément se mettre des hypothèses simplificatrices comme on pourrait le faire dans beaucoup de domaines Dans le milieu mathématiques. universitaire, par exemple. Oui. Oui, donc là, on ne pouvait pas trop se permettre d'émettre certaines hypothèses. Pour se simplifier la vie, il fallait faire quelque chose de générique et avec peu d'hypothèses. Donc, ça aussi, c'était un challenge pour eux. Il faut trouver cet équilibre entre l'ingénierie, le côté appliqué et la recherche académique traditionnelle. Donc, c'est pour ça que j'aime bien dire qu'ils ont pu goûter à la recherche appliquée avec la. J'avais une idée de la manière de résoudre le problème tout en leur laissant la liberté de proposer des choses de leur côté. Et, néanmoins, ils ont réussi à me surprendre et à trouver des bonnes idées auxquelles je n'avais pas pensé. Euh, et, euh, et, à, et à affronter certaines des contraintes que ce problème posait et que je n'avais pas envisagé non plus. Donc ça aussi, c'était vraiment une belle surprise, comme tu dis. Alors, tu m'as dit tout à l'heure qu'à Fieldbox AI, il y avait beaucoup de docteurs, dont toi-même, finalement. Oui. Euh, voilà, donc que penses-tu de la place d'un docteur en entreprise? Parce que c'est pas l'idée première en France quand on commence un doctorat, on se dit pas qu'on va forcément aller en entreprise après. Et voilà, est-ce que finalement les docteurs ils sont adaptés à l'entreprise malgré le fait qu'on les forme sur des sujets parfois très spécialisés? Qu'est-ce que tu en penses? Euh, je pense qu'il faut briser cette idée reçue qu'un docteur ne peut pas apporter beaucoup à une entreprise. Je pense au contraire que les docteurs de nos jours doivent vraiment s'ouvrir l'esprit et ne pas voir que l'option carrière académique qui est de plus en plus difficile à obtenir si on est réaliste. Euh, donc, il y a aussi la possibilité de devenir prof et la possibilité de devenir ingénieur R&D ou quelque chose comme ça. Et on est Donc, adapté à ce métier ou pas? tout à fait, on est Toi, par adapté. exemple, dans ton expérience personnelle, est-ce que l'adaptation, elle a été difficile ou finalement, ça a été très naturel pour toi de passer de l'académique à l'entreprise? La transition a été naturelle et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivée en même temps que la création du pôle data R&D de Feedbox. Donc je pouvais garder euh, toutes mes compétences académiques ont été utiles dans ça, la formulation d'une question, la méthode de travail, la méthode pour réaliser une bibliographie euh, efficace et rapide. Donc, toutes mes compétences que j'ai acquises en thèse et en postdoc ont été d'une grande utilité dans mon travail en entreprise. Oui. Donc, Ouais, je, super. donc je rassure tous les futurs docteurs qui peuvent aller vers l'entreprise et qu'ils s'adapteront assez rapidement et que ces 3 ans ou plus de thèse, c'est des années d'expérience et cette expérience a beaucoup de valeur. Et même si on pousse un peu plus loin, est-ce que l'entreprise a besoin des docteurs? Parce qu'on dit là, les docteurs s'adaptent à l'entreprise, mais est-ce que l'entreprise a besoin des docteurs? Je pense qu'elle a besoin des docteurs pour avoir dans son personnel des personnes qui sont capables
de vraiment challenger la formulation d'un cas d'usage proposé par un industriel. Parce que parfois, un industriel qui n'est pas suffisamment mature dans le domaine de l'intelligence artificielle peut avoir beaucoup de difficultés à formuler son problème, en fait. Et donc, par exemple, à Philbox AI, on aide aussi nos clients à formuler leurs problèmes pour ensuite nous formuler mathématiquement correctement ce cas d'usage.